C'est parti pour l'analyse du chapitre 1154 de One Piece. Un chapitre complètement fou. Incapable de mourir. Incapable. Rien que le titre, tu sais que tu vas bien manger. Mais dans ce titre-là aussi, du coup, il y a la mini-aventure de Yamato qui continue. On se dirige, alors je m'y attendais pas du tout. On nous parle d'un héros de West Blue élevé à Ringo. Du coup, qui est ce personnage? Est-ce que c'est le dieu des lames? Est-ce que le dieu des lames finalement ne viendrait pas, ne serait pas originaire de Wano et il serait originaire de West Blue? Mais il me semble que normalement dans les informations officielles, on sait qu'il est né du coup à Ringo. Je sais pas. On va voir. On verra si ça nous mène quelque part ou non cette information. Est-ce qu'elle sera développée lors du prochain chapitre, lors de la prochaine mini-aventure, ou est-ce qu'il va passer vers autre chose? Par contre, je pense sincèrement qu'il va y avoir un élément extrêmement important lors du périple de Yamato, et il va se passer un événement, je pense, capital. Parce que la dernière fois qu'on a eu une mini-aventure qui a été impactante dans l'histoire réellement, ça a été du coup Pudding. Son kidnapping, on l'a vécu en mini-aventure. Et après, dans la narration, dans le chapitre, on a appris pour son kidnapping, mais on l'a vraiment vécu lors des mini-aventures. Alors, est-ce qu'on se dirigerait pas vers un autre élément impactant du manga qu'on vivrait du coup euh, parmi les mini-aventures? Je l'espère, parce que ça commence à faire très long. J'aime beaucoup Yamato, j'avais espoir qu'elle soit Mugiwara, mais là ça commence à faire très très long. Bon, maintenant on peut commencer le chapitre. Directement, on laisse de côté la mini-aventure, on verra où ça va nous mener. Et on retourne il y a 63 ans dans le passé. Donc 63 ans dans le passé. Yorl à la barbe en cascade, le partenaire de Jarl, le doyen, a été tué par une petite fille. Une petite fille qui est connue sous l'empereur, sous le nom de l'empereur Big Mom, Charlotte. Nous, on a déjà vécu cette scène lors du flashback de Big Mom à Whole Cake Island pour nous conter l'histoire de Mother Caramel. Mais là, on revit du coup, et en plus, ça l'ancre dans une temporalité précise d'événements. Ça l'ancre dans la malédiction de Loki, qui n'a aucun rapport avec Loki, mais le peuple d'Elbaf va considérer cet événement, qui sera la suite d'autres événements, comme la malédiction de, de Loki. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on commence cette malédiction avec un événement connu. Et j'aime beaucoup comment est-ce qu'Oda joue dans la gestion de la temporalité des événements. Je ne crie pas au génie parce que ils vont dire non, mais il faut pas abuser. Mais par contre, sans crier au génie, on peut crier à c'est un kiff. Et c'est ultra plaisant de voir un événement passé qu'on avait déjà découvert avant et réussir à l'imputer dans l'histoire directement et à l'englober et qu'il ait un poids. Parce que cet événement-là va s'enchaîner avec d'autres événements consécutifs qui vont appuyer la supposée malédiction de Loki et la souffrance du peuple d'Elbaf, de peuple superstitieux. Et en parlant de Loki, on a encore une scène. On a une scène encore Loki qui recherche l'amour. Ce qui est impressionnant, c'est que Loki, il a été jeté. Il a été jeté par sa mère à la naissance. Il a assassiné un ours. Si on peut appeler ça un assassinat, mais il a tué un ours gigantesque d'Elbaf. Il l'a littéralement massacré. Et ensuite, il est remonté. Ensuite, il est remonté et malgré cet abandon total, il recherche encore l'amour de sa mère, il force l'amour de sa mère, il défonce la porte, les gardes sont obligés de la retirer. Et on a encore ce visage horrible de sa mère, Astrid, qui rien que le voit est dégoûtée. C'est un échec total pour elle, c'est une humiliation. Elle vit ça comme une humiliation. Et je sais que certains ont fait une corrélation, un lien entre Astrid et Mother Caramel, Astrid et le gouvernement mondial, qui est une manipulation, une utilisation. Moi, j'étais pas fan de cet aspect-là, j'étais pas fan de cette idée parce que pour moi, le personnage n'a pas besoin de justification. Ce personnage d'Astrid est une merde humaine qui se suffit à elle-même. Elle a grandi dans une famille royale, dans une famille de haute, de haut sang, de haut rang, et elle était destinée à épouser un roi, en fait. Et c'est clairement l'image qu'on peut se faire de manière vachement caricaturale d'une enfant gâtée et pourrie jusqu'à la moelle, qui ne pense qu'à son intérêt personnel, et elle se suffit à elle-même. Donc ses gestes et ses actions se comprennent. Ils n'ont pas besoin, on peut pas, on n'est pas obligé de se dire, ok, il faudrait qu'il y ait un élément extérieur qui explique
en fait, son comportement. Non, son comportement s'explique directement, elle se suffit à elle-même et c'est ce qui est intéressant. Et là, ce qui est compté par Oda, c'est la destruction de l'amour dans les yeux de Loki, où, bah, du coup, là, c'est sous ses yeux qu'il voit la colère de sa mère et la répugnance absolue et petit à petit, l'amour va disparaître pour Loki ou tout du moins, peut-être qu'il pense que l'amour va disparaître et c'est mis en avant. Et ce qui va se passer à Elbaf, c'est un enchaînement de misère. Alors là, ils ont vraiment pas de chance. C'est arrivé au pire moment pour Loki et on apprend aussi qu'à Elbaf, c'est pas le sentiment qu'on avait dans le chapitre 1153, dans le début du coup du flashback. On avait vraiment l'impression dans le 1153 que, Elbaf était une nation déjà paisible entre elles, que le peuple était paisible, que Harald avait réussi à changer la mentalité mais sans forcer, de manière facile. Là, dans 1154, c'est plus nuancé. On nous explique qu'il y a toujours eu des guerres intestines, il y a toujours eu des conflits internes, mais que là, la situation actuelle, il y a 63 ans, du coup, au fil du temps, a accentué, ce mal-être. Et au-delà de ça, malheureusement, il va y avoir du coup la malédiction de Loki. Et parmi cette malédiction de Loki, elle va toucher tout le monde. Elle va toucher Ajrudin aussi, et sa mère. Parce que ils vont essayer de faire comme on peut avoir dans des nations païennes ou dans des nations du coup qu'on a pu voir à Skypea, un sacrifice. Il faut faire un sacrifice pour calmer Dieu ou les dieux, il faut faire un sacrifice pour éviter euh, que le malheur continue. Et l'objectif, ça allait être de sacrifier Ajrudin, parce qu'il est un prince. Prince, du coup, euh, pas officiel dans le sens il n'aura pas de privilège en tant que tel, il ne pourra pas siéger en tant que roi, parce que sang impur, forcément, mais sacrilège quand même. Du coup, ils vont essayer de le sacrifier. Et là, c'est le roi Harald qui arrive, scène est comique, il lui a littéralement brisé la nuque. Alors là, il en a fait une shakshuka bien consistante. Ah, franchement, si vous aimez ça, c'est très bon. Il est arrivé et il a sauvé, en fait, et il n'en a pas voulu à son peuple. Ce comportement. Et, et au-delà de ne pas en avoir voulu à son peuple, je vais juste faire une petite parenthèse. Je suis désolé, les refs, mais là, l'image que vous voyez actuellement, c'est Kaido. Je suis désolé, mais c'est Kaido. Est-ce qu'Oda décidera de mettre un lien de famille qui soit du coup dans un lien parenté direct ou indirect via un oncle ou n'importe, mais c'est clairement la tête de Kaido. Je... Dites-moi en commentaire si vous voyez vous aussi le gros crâne de Kaido en 4K, mais je ne vois que Kaido. Tout me fait penser à Kaido, c'est affligeant, c'est effrayant, c'est waouh. Euh, Est-ce qu'on aura des révélations sur ce sujet? Est-ce que pas du tout? Est-ce qu'on en parle un peu comme on a parlé à l'époque de Katakuri, le lien avec Kaido, il n'y en avait pas? Est-ce qu'on se hype pour rien parce que c'est juste un design qui se ressemble, mais ce ne sont pas du tout les mêmes personnages, il n'y a absolument pas de lien, de famille, de sang? J'ai hâte d'avoir la réponse, mais j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez vous aussi. Ça m'intéresse. Sachez que je lis tous vos commentaires. Donc ça m'intéresse totalement de voir et de voir si vous aussi vous voyez Kaido ou s'il y a que moi qui fait une fixette là-dessus. Mais du coup, pour en revenir, il n'en veut pas, du coup. Et ce qui est intéressant, et maintenant on va partir vraiment dans la construction du manga, dans le 1153, dans le chapitre 1153, on a eu l'impression réellement que les liens que construisait Harald avec le peuple extérieur étaient d'une vitesse mais folle. Il s'est agenouillé très vite, il a changé extrêmement vite, et il a créé des liens avec des peuples mais à une vitesse monumentale. Et ce qui est intéressant, c'est que ça sert la narration. C'était pas juste, oui, en gros, il est gentil et c'est bon, il va découvrir le monde. Non, ça a un impact réel, en fait. Et c'est utilisé pas longtemps après, un seul chapitre après, dans le 1154, avec les peuples avec lesquels il a noué des liens d'amitié et qui ramène de la bouffe à tout le monde et qui sauve littéralement Elbaf. Et ça, franchement, j'y aurais jamais pensé. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça, dans la temporalité totale de One Piece, il n'y a pas si longtemps que ça, Elbaf a été sauvé par les hommes. Elbaf a été sauvé par les hommes. Est-ce que du coup, on va en entendre parler plus tard, quand on va revenir dans le présent? Est-ce qu'il va y avoir des liens qui vont se recréer? Est-ce que ça aura un impact autre que dans ce chapitre-là, le 1154? J'ai hâte de voir ça, parce que je trouve ça extrêmement intéressant d'apprendre que Elbaf a réellement été sauvé et il y a une promesse qui est réalisée. Donc si vous avez besoin de nous, nous viendrons vous aider. Nous viendrons vous aider. Maintenant, qui sont ces peuples? Qui sont ces nations? Est-ce que c'est ces nations qui vont se rebeller par rapport au gouvernement mondial? Ça peut être vachement intéressant de voir
ce que deviendra l'utilisation de cette information-là. Par la suite, on fonce directement sur Astrid. Ça va très vite, hein, ça va très, très vite. Mais, Astrid est morte. Ça y est, donc oui, voilà, elle a pas de rôle à jouer, majeur sur la chute du roi Harald. Elle est morte. Voilà, elle a joué son rôle, elle a donné vie à Loki, elle a créé, elle a teasé du coup une malédiction autour de son enfant. Donc elle a été utilisée par le scénario, on n'en a plus besoin. Et il y a tellement de personnages que ça peut bouchonner, donc tant mieux, on la met de côté. Elle est morte et ce que j'aime bien, ce que j'aime, c'est le narrateur. Elle est morte dans d'atroces souffrances. C'est parfait. Voilà, merci. Ça me fait plaisir. Je suppose que ça fait plaisir à tout le monde. Mais, mais elle a douillé. Et ce qui est encore plus triste pour Loki, c'est que quand Harald arrive, elle meurt avant l'arrivée en fait de Harald. Donc Harald n'est pas témoin du dégoût que peut avoir sa femme pour son fils et donc de la souffrance, littéralement l'horreur qu'a vécu son enfant, parce que c'est une horreur absolue qu'a vécu son enfant, et il n'en est pas conscient. Au moment où il arrive, c'est trop tard. Au moment où il arrive, eh ben, il a complètement abandonné l'amour. Il ne sourit plus. Il a abandonné, il a couru après sa mère pendant des mois. Et après quelques mois, c'est fini. Ça y est, c'est un enfant, un nouveau-né qui est arrivé dans ce monde, à qui on a bandé les yeux aussi parce que les yeux pouvaient porter malheur, soi-disant. Donc on a bandé les yeux, on lui a interdit la vue. Donc c'est pour ça qu'il a un H2O complètement monstrueux et il l'a développé, mais on lui a interdit la vue. Et derrière, il a abandonné l'amour. Et ça complexifie le personnage, ça le rend extrêmement intéressant. Et, il aurait pu bénéficier du coup d'un concours de circonstances intéressantes si jamais sa mère avait survécu encore quelques mois. Harald aurait pu se rendre compte de l'horreur que vivait du coup Loki et aurait pu potentiellement sauver son enfant en le confiant à la femme qu'il aime réellement. Et, et il aurait été totalement différent. Et on aurait un Loki mais totalement différent. Tant mieux pour nous, je pense, d'avoir ce Loki détruit, mais qui va changer, parce qu'on sait que nous, voilà, maintenant il a un lien tissé avec les Mugiwara, avec Luffy, donc on sait très bien que ça se finira bien pour Loki, et il redécouvrira ce qui est réellement l'amour, du coup, plus tard. Et Harald n'a pas le temps de s'occuper du coup de son enfant, parce qu'il est en train de reconstruire totalement Elbaf, et donc les guerres dont au début on parlait, intestines qui existent depuis toujours à Elbaf, ils décident en fait de lier les villages. Les villages vont se lier entre eux et en se liant entre eux, ces villages du coup, clairement, ils vont pouvoir potentiellement faire du commerce, des échanges et donc arrêter ou diminuer tout du moins la guerre. Et c'est le souhait d'Harald. Donc il souhaite pacifier l'île d'Elbaf en créant des routes du coup et en permettant des échanges qui ramèneraient potentiellement la paix ou diminueraient totalement, l'horreur, du coup. Et en parallèle, du coup, Loki, bah, il a pas le temps de s'occuper de son fils et donc il s'est fait victimiser et là, par son oncle. Estrid encore, hein, cette famille, venue des enfers. Mais bon, pas pour longtemps, qui va mourir. Ce qui est intéressant par contre derrière, c'est qu'on apprend, et ça c'est vachement cool, c'est que la maman du coup, de, Ashwodin va créer le bar qu'on voit en fait au tout début. Limite, c'est le bar de Makino d'East Blue version Elbaf. C'est le bar où Shanks, c'est le bar avec la scène où Colon et Shanks échangent du coup au tout début de l'arc Elbaf, ou avant que Kid arrive et que finisse en PLS, le pauvre. Et donc, bah, Ida, ça y est, a ouvert ce bar-là et c'est plutôt cool de, de voir l'évolution du personnage et de voir ce lieu sans qu'on nous le dise, hein. Franchement, dites-moi en commentaire si vous aussi vous aviez capté immédiatement que c'était ce lieu-là. Et si vous pensez qu'absolument pas on se fait des films et ça ne l'est pas, mais pour moi c'est clairement celle-ci, ils sont au bord de mer, c'est à l'arrivée d'Elbaf. C'est là où ils étaient en train de kiffer, j'ai envie de dire. Donc pour moi on est là, on y est clairement et c'est le bar d'Ida. Le bar d'Ida. Et ça y est, donc là c'était vraiment le démarrage, c'était plutôt soft. Et maintenant on rentre dans le sérieux. Maintenant on rentre. Alors là, je m'y attendais pas. On rentre dans un kiff mais total. Euh, Harald était à la rêverie. Harald était à la rêverie, mais il était pas convié. Et du coup, il s'est infiltré du coup à la rêverie grâce à un roi. Et bon, infiltration d'un bouc de 60 mètres de haut. Pèse ton infiltration. Je sais même pas comment il est monté dans les bulles là. Il est encore plus grand que Shirahoshi, le bordel. Enfin, je sais plus Shirahoshi elle fait quelle taille. Mais c'est très marrant que de voir ce personnage là et qu'on te parle d'une infiltration où il s'est déguisé.
et pour se faire passer pour un soldat. Bon et il a essayé en fait de rencontrer le gouvernement mondial parce qu'il veut comprendre et ça on le voit dans le chapitre précédent, mais sauf que le gouvernement mondial a décidé de non. Ils n'ont pas tissé de lien et ils pensent même qu'il aurait pu se faire arrêter et là, il dit qu'il y a eu un événement. Il y a eu un événement qui lui a permis du coup de partir. C'est un meurtre. Il y a eu un meurtre à la rêverie et je pense qu'à chaque rêverie, en fait, la dernière fois, on pensait que la rêverie qu'on a vécue, c'était, bah, c'était waouh, un truc de fou, on n'a jamais vu ça dans l'histoire. C'est une rêve non, toutes les rêveries se passent des dingueries. À chaque rêverie, il doit se passer un événement de fou et en fait, Marie-Joie a déjà été choquée plus d'une fois. Il se passe des événements souvent à Marie-Joie. Marie-Joie est pas réellement protégée comme on peut l'entendre, parce qu'il y a pas mal d'événements. Il y a pas mal d'événements. Et il échange avec Jarl, il échange avec l'Ancien. Et l'Ancien nous donne enfin des informations sur le passé, parce que lui, c'est le doyen de l'île d'Elbaf. C'est le plus vieux bouc de l'île d'Elbaf. Et il nous donne des informations. Il nous nourrit d'informations. Et il nous parle, du coup, de la Galela. La Galela. Directement pensé à la Galela Compagnie. Directement. Malheureusement pour cette review, je peux pas le faire avec la version officielle. Donc du coup, je suis obligé de le faire avec la version trad, Scantrad. Donc espérons que la trad est bonne, mais je vais vous citer ces mots. Si tu t'es simplement fait, si tu t'es fait simplement faire arrêter, ça aurait été. Mais c'est tout de même imprudent. Dis-moi, tu as déjà entendu parler de la Galela? Il me semble que c'était un groupe de géants charpentiers et aussi des guerriers armés de marteaux. Et là, il vient totalement de définir Water 7. Water 7, quand on arrive à Water 7, on a une porte gigantesque. C'est immense. On a du coup le sigle du coup de la Galela avec un navire qui ressemble clairement à un navire viking. Honnêtement, c'est et surtout, c'est des guerriers en fait. À Water 7, ils ont été choqués d'apprendre les Mugiwara quand il arrive que les charpentiers ils savent se battre. Paul sait se battre. Bon après il y avait les membres du CP qui étaient infiltrés, mais ils savent tous se battre. Ils savent tous se battre. C'est des guerriers avec des marteaux. Ils viennent dans cette trad-là de définir Water 7. La seule différence actuellement, c'est le manque de géants. C'est tout. Et là, on parle de la genèse, de la création en fait. Donc ça expliquerait la fontaine gigantesque, ça expliquerait pas mal d'éléments. Je pense que oui, c'est possible. Je pense que c'est possible que Oda ait prévu ça dès le début. Est-ce qu'il avait prévu d'en parler comme ça, de l'expliciter comme ça dans ce sens? Peut-être pas. Par contre, il avait prévu un lien important avec les géants? Oui. Quoi qu'il arrive, à la base, One Piece devait durer 5 ans. One Piece devait durer 5 ans, c'est l'entrée des Shichibukai dans la narration qui ont enrichi l'œuvre et qui lui ont fait créer des histoires, des multiples histoires et qui ont créé un univers complètement complexe et complètement dingue. Heureusement qu'il l'a fait. C'est pour ça qu'actuellement on parle de One Piece et qu'on parle de cet univers qui est fabuleux. Et donc je pense que c'était prévu. Il y a des géants, c'était prévu. Les géants ont un rôle majeur dans l'histoire de One Piece. Les géants ont un rôle extrêmement important, on va en parler juste après, mais je vous en parle des géants depuis plusieurs reviews, donc ceux qui me suivent en commentaire, dites-moi en commentaire ceux qui étaient là depuis longtemps et qui apprennent du coup avec le smile que ouais, pas trompé sur les géants et sur la géantification, c'est pas trompé. On s'est pas trompé. Donc je vais vous citer, c'est pas une légende, non, ils ont vraiment existé. Ils ont pris la mer vers des terres lointaines et ont envoyé une lettre à Elbaf qui a été conservée. Cette lettre disait qu'ils avaient été capturés. Tu peux y croire? Plus de 100 guerriers, y compris des géants antiques, tous capturés par quelqu'un. Là, j'attends de voir la trad. Est-ce que c'est par quelqu'un ou par un groupe, par une organisation? On verra lors de la trad officielle. Mais pour moi, il n'y a absolument aucun doute. Il n'y a absolument aucun doute que ces géants qui ont été congelés, ce sont les géants de Punk Hazard. Aucun doute. Je vous parle de la géantification depuis un long moment. J'arrête pas de vous en parler. Et de l'impact des géants, du rôle des géants, de la nécessité pour plusieurs d'avoir des géants. C'est que par le passé, les géants ont dominé les mers. Ça, on le sait, qu'ils dominaient les mers. Mais au-delà de ça, ils avaient une emprise sur le monde. Une réelle emprise sur le monde. On le sait à Onigashima, ce qui s'est passé. On a le gros crâne, du coup, à Onigashima, avec le rassemblement des l'île et le tireur des continents. On a des éléments sur ces géants antiques. On a des informations, sachant que les géants actuellement d'Elbaf, c'est des géants qui ont perdu de leur splendeur, qui ont été diminués au fil du temps.
Et au fil du temps, rares sont maintenant les géants qui ont des cornes comme Harald et Loki et qui ont du sang du coup euh, de géants antiques. Et, euh, et donc ce sont des personnages, c'était un besoin que le gouvernement avait pour réussir à gagner cette guerre et on le voit de toute façon en sachant qu'ils ont déjà une arme antique et qu'ils contrôlent le monde. Malgré ça, ils veulent Elbaf. Malgré le contrôle absolu qu'ils avaient quasiment sur le monde entier, avec toutes les organisations qu'ils ont créées, que ce soit du côté des CP ou que ce soit du côté de la marine, euh, tout ce qu'ils ont englobé, eh ben, il fallait quand même les géants. Et c'est pour ça qu'à Punk Hazard, il y avait la géantification. Et c'est comme ça que sont nés les Numbers. Quand on te parle qu'il y avait des géants antiques parmi les géants, cette phrase de Oda, clairement, c'est pour nous dire voilà d'où viennent les Numbers. Voilà, ils viennent de là, les Numbers. Pour créer des géants, pour refaire des géants et refaire des géants antiques, il fallait des souches. Et donc, ils ont gelé ces géants. Et les Mugiwara sont passés dans un couloir entouré de ces géants-là. Ces géants qui ont été, du coup, malheureusement emprisonnés. Et ils ont fait les atrocités absolues sur eux. Ils les ont congelés, ils ont pris leurs gènes et ils ont créé, du coup, les Numbers derrière. Ils ont testé la géantification. Et c'est l'horreur absolue. Donc, c'est pour ça que pour moi, dans la trad, à vérifier, mais je pense qu'on parle surtout d'un organisme, d'un groupe, un ennemi. Et, euh, et surtout que cet ennemi, il est décrit comme il y avait un ennemi à l'époque très puissant qui a englouti le monde par la mer. C'est exactement ce qu'on a du coup. Pour moi, c'est Imu. Donc pour moi, il n'y a pas de doute sur l'ennemi, que ce soit le gouvernement mondial, surtout que là, actuellement, le flashback va assez vite et on se dirige vers des révélations sur le lien avec le gouvernement mondial. Parce que le gouvernement mondial, actuellement, dans le présent, il est à Elbaf. Et tout en étant à Elbaf, du coup, il y a ce lien avec Harald. Il y a Harald a merdé, il a merdé. Il y a toujours ce lien, cette connotation avec Harald. Donc maintenant, dans le flashback, il est temps de nous expliquer quel est le lien entre le gouvernement mondial, l'ennemi juré de Joy Boy, et Harald. On va avoir cette information-là. Et donc, c'est Oda dans la construction. Il est en train de nous teaser et de nous amener petit à petit à ça. Mais en tout cas, c'est incroyable. Water 7, la relecture de One Piece après l'arc Elbaf ne sera pas la même. Après l'arc Elbaf, quand il sera fini, relire One Piece, et je vous le conseille, relisez One Piece, vous le verrez totalement différemment. Une parenthèse, on est obligé de faire une parenthèse spéciale pour Pluton. Toutes les informations qu'on découvre sur Water 7, du coup, maintenant, ont un lien avec Pluton. Et oui, Elbaf, du coup, a un lien avec l'arme antique Pluton. On sait, du coup, on l'a tous vu, la page est magnifique quand Franky brûle les plans de Pluton, même si, à mes yeux, ce n'est pas Pluton, l'arme antique, mais c'est une arme qui permet potentiellement de contrer Pluton ou de se défendre de Pluton, tout du moins, une arme défensive. Elle est plus amenée défensive que offensivement, même si le gouvernement mondial veut l'employer à des fins offensives. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ces plans-là, qui sont légués de charpentier en charpentier, viennent du coup d'Elbaf, viennent de ces géants antiques qui ont été capturés par le gouvernement mondial, par cet ennemi. Et voilà, ça, tout se lie, tout prend sens, tout prend vie et on voit tout différemment. J'ai hâte qu'on en apprenne plus. Et quoi qu'il arrive, il y a un lien maintenant entre Elbaf et Pluton. Pluton est à Wano Kuni, mais le monde est lié. Ce qui est intéressant, c'est que c'est sûrement un géant antique qui a enfermé, ou un géant Oz, un transporteur de continents à l'époque, qui a fermé, du coup, qui a transporté, qui a enfermé l'arme Pluton à Wano Kuni. Cette arme à Wano Kuni est à Wano pour être enfermée, être bloquée et être protégée et attendre le bon moment, même si elle est liée à Momonosuke aussi également. Donc il y avait un lien entre Wano Kuni et l'île d'Elbaf aussi à ce moment-là, tout du moins à l'époque, parce que Momonosuke est en lien avec Zunisha et l'ouverture de Wano, c'est surtout la libération de l'arme Pluton. Et Momonosuke dit que ce n'est pas le moment, ce n'est pas le temps de le faire, on ne le fait pas maintenant. Donc il y a des liens, les liens sont en train de se tisser. On a un lien entre les Minx et Wano qui est assez fort et évident. Maintenant, on a un lien entre Wano et Elbaf qui est en train de se construire petit à petit. Mais ça, vous l'avez tous vu, vous l'avez tous compris dès que vous avez fait le lien entre Water 7 et les géants qui ont construit la Galela, du coup. C'est tout bonnement incroyable. Je crois que c'est pour ça en partie qu'on aime One Piece. Et on retourne maintenant sur Loki. Harald est parti, on est il y a 48 ans par rapport aux événements actuels. Et Harald a repris la mer et Loki, du coup, est reparti.
reparti attaquer des villages. Donc dès qu'Harald n'est pas là, il attaque et il détruit et il blesse. Mais il détruit, il blesse parce qu'il est détruit et blessé. Donc il ne fait pas ça gratuitement, c'est pas quelqu'un de mauvais, c'est pas quelqu'un avec un mauvais fond. Et on a enfin un échange avec Ajroudin jeune et Harald. Et clairement, Harald, s'il avait envie de le terminer, il aurait pu le terminer. Bébé, il s'est débarrassé d'un ours gigantesque, plus grand encore que l'ours qu'avait géré Big Mom à Elbaf. Là, on parle du monde des enfers. Un ours du monde des enfers, il l'a géré, bébé. Si réellement il avait l'intention de nuire complètement à Ajroudin, il l'aurait fait. C'était pas son intention première. Euh, il les a assommés, il a mis une petite bosse, il a assommé du coup Ajroudin, il l'a pas blessé grandement. Et ce qui a touché du coup derrière à Loki, c'est que tout le monde s'est inquiété pour Ajroudin, pas pour lui. Les gens, ils en avaient rien à foutre de lui. Et au contraire, ils ont été méchants avec lui, du coup. Encore une fois, toujours, personne ne veut l'écouter, personne ne veut le comprendre. C'est le Naruto, clairement, c'est le Naruto de l'univers de One Piece. Naruto, ses parents se sont sacrifiés pour sauver le village. Il a été mis par un Hokage dans un HLM, abandonné. Il le calculait même pas, il lui donnait rien. Il donnait, tiens, c'est à bouffer, tiens, un peu de lait, allez, casse-toi. Et, et là, euh, il a eu que de la haine vis-à-vis des villageois, à l'exception, je pense, de Ida qui lui aurait donné de l'amour. Mais dans tout, il a été entouré que de gens qui l'ont maltraité, qui lui ont pas donné d'amour, qui l'ont haï. Le seul qu'il aime, c'est Harald et il était quasiment pas présent. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dès que la personne qui était présente d'autorité, qui lui donnait de l'amour, il ne faisait rien. Mais dès que cette personne n'était plus là, il était entouré d'ennemis, il était entouré de faibles. Et donc, il se mettait à les attaquer, mais dans une souffrance absolue. Et c'est là on arrive à une scène qui est complètement folle et qui est vraiment horrible. Faut parler maintenant un français. C'est l'une des scènes pour moi les plus choquantes actuellement de One Piece. Clairement, c'est un enfant qui tente d'en finir. Il saute, du coup, il atterrit et il dit « Je suis incapable de mourir ». C'est le titre, un peu comme on a vu pour Kaido. Mais là, ce qui est horrible, c'est que c'est un enfant. Et son objectif, juste avant de passer à l'acte, il sourit. Juste avant de passer à l'acte, il sourit, il saute. Et il ne peut pas, en fait. Il ne veut plus vivre. Ils lui ont retiré toute envie d'aimer et ils lui ont retiré toute envie de vivre. Il ne veut plus vivre. Et je trouve ça violent de la bouche d'un enfant d'entendre dire « Je suis incapable de mourir ». Je trouve que cette scène, elle est réellement violente. J'ai vu sur Twitter certaines personnes dire « C'est pas du tout impactant, on le connaît pas trop, je suis pas attaché ». Il n'y a pas besoin d'être attaché, on parle d'un enfant en fait. Si l'œuvre est écrite, donc tu es attaché à l'univers de One Piece généralement. Si tu lis le chapitre 1154, c'est que généralement tu as lu les 1153 avant, donc tu t'es attaché à l'œuvre. Donc dans l'univers de One Piece, tu t'es attaché à son univers. Et dans cet univers-là, il y a un enfant qui veut en finir. C'est obligatoirement triste. On ne peut pas dire ça ne fait rien. Ça me touche pas. C'est pas possible, les gars. Si c'est le cas, il faut vous remettre en question. C'est un enfant qui veut en finir. Et d'une violence. Le personnage de Loki, il est incroyable. J'ai hâte de revenir dans le présent. J'ai hâte qu'il découvre le mood Mugiwara. Là, actuellement, j'ai qu'une envie. C'est que Loki, la meilleure chose qui lui soit arrivée, qu'il rencontre les Mugiwara, qu'il découvre le mood et la vie des Mugiwara. Surtout que dans son malheur de bandage des yeux, il a développé un HDO surdimensionné. Et c'est normal. Du coup, c'est normal. Donc, il a un HDO complètement dingue. Il peut ressentir aussi les intentions des gens. Et il va ressentir réellement ce que c'est. Du coup, qu'être entouré de Mugiwara et d'être entouré du soleil. Et j'ai surtout hâte de voir cet enfant maltraité entendre les tambours de la libération et ressentir la chaleur de Nika et Luffy avec son sourire complètement dingue qui a déjà fait chavirer Fujitora, un amiral. Et un amiral s'est dit, ça qui est intéressant, c'est qu'un amiral qui s'était crevé les yeux a dit « Je regrette de m'être crevé les yeux, je veux voir son sourire, à quoi est-ce qu'il ressemble ?» Là, on lui a empêché de voir, on ne lui a pas crevé les yeux. Intéressant qu'il retire ses bandages et qu'il puisse voir de ses yeux. Et la scène serait terrible. C'est Luffy qui se transforme, il entend les tambours de la libération, il retire ses bandages et il voit directement de ses yeux Luffy. Sauf si, peut-être, et ça peut être intéressant, c'est qu'avec ses yeux, il peut voir à travers les bandages. Et c'est peut-être pour ça qu'il a vu, il a identifié directement le visage de Shamrock comme celui de Shanks. Il a dit ton visage, c'est le même. Parce que ça se trouve, avec ses yeux, à travers même le bandage, ça ne suffit pas à lui bloquer la vue. Ça cache ses yeux au monde, mais ça ne lui bloque pas la vue. À vous de me dire, du coup, en commentaire, pour vous, ça lui bloque la vue ou pas.
Et ici, vous avez la vision de Luffy Joy Boy et des bandages qui sont retirés parce que Luffy est un libérateur. Il va libérer les entraves. C'est des menottes. C'est des menottes qu'il a à travers les yeux. On lui empêche. On lui dit: tu ne verras pas. On ne veut pas voir tes yeux. Tu es différent. Tu apportes des malheurs. Luffy va le libérer de ce fardeau. Et maintenant, on passe à l'étape supérieure. Le chapitre était ultra intéressant. Il était ultra vivant. On apprenait pas mal de choses. Le temps passe extrêmement vite. C'est que le deuxième chapitre du flashback et ça avance extrêmement vite. Mais, ce qui maintenant est fou, c'est l'arrivée de Rox Dick Zebek. Ça y est, Rox Dick Zebek a été présenté. Je vous disais pourquoi est-ce que pour moi il était blacklisté. On voyait pas son visage, Oda ne nous le montrait pas, c'était parce qu'il était lié à un personnage existant. Donc nous le montrer, c'est nous révéler cette information. C'est exactement ça. Donc il voulait nous révéler cette information à ce moment précis. L'information, il nous le donne. Père de Barbe Noire, l'un des 4 empereurs. Et dit, alors c'est Barbe Noire sous White Witcher. C'est Barbe Noire à la salle de muscu. C'est Barbe Noire qui a pris soin de ses dents. C'est Barbe Noire avec un flow titanesque, avec des vrais abdos. Il a pas le ventre qui tombe. Il ressemble pas vraiment à un pirate, à vrai dire. Il ressemble pas à un pirate. Et je ne pense même pas qu'à l'époque, ça a été un pirate. Mais il est introduit. Il y a un découpage de montagne. Je sais qu'en commentaire, certains vont peut-être me dire c'est le fruit de l'eau, c'est le fruit de l'eau. On verra. Ce qui est intéressant avec ses doigts, c'est soit c'est un signe de Oda pour nous dire ouais, faites attention, c'est un lien avec le fruit du démon que l'eau possède, ou c'est juste parce qu'il dit en fait j'ai 2 questions et je veux 2 oui. C'est tout simplement, et c'est pour donner du flow au personnage. Personnellement, si ça doit venir que moi, j'espère qu'il n'a pas de fruit du démon. Je trouverais ça intéressant qu'il soit différent de son fils et qu'il ait aucun fruit du démon, qu'il soit juste extrêmement puissant. Mais Barbe Noire est capable de manger 2 fruits du démon. On sait que Barbe Noire, durant l'arc Egghead, on apprend via la discussion de On sait Nakama avec Saturne qu'il est différent, qu'il n'est pas humain. Il vient d'une lignée spéciale. Donc Rox Dick Zebek vient de cette lignée spéciale. Donc potentiellement, Rox Dick Zebek est lui aussi capable de manger 2 fruits du démon. Mais moi, actuellement, si je devrais choisir, je préférerais un Barbe Noire sans fruit du démon. Voilà, c'est mon choix personnel. Je trouverais ça beaucoup plus cool qu'il n'en ait pas, tout simplement. Et il est venu à la recherche de Harald. Et il y a trop de choses à dire. On va commencer, avant de parler de Rox Dick Zebek en détail, sur les personnages qui l'entourent. Ça peut être intéressant. On a Barbe Blanche. Blanche, on l'a déjà vu. On sait qu'il l'accompagne. Il a un flow monstrueux. Il est beau gosse. Il a normalement 27 ou 28 ans à ce moment-là de l'histoire. Donc il est extrêmement puissant. Et il est accompagné de Shiki. Shiki, le lion d'or, est là. Et il a un mood extrêmement Wano. Il est habillé Wano. Après que sa couleur de cheveux, c'est assez rapide de dire ça, mais on avait dit pareil pour Zoro et au final on avait raison. Zoro a réellement des liens de parenté avec Wano. Et je pense qu'il vient de Wano Kuni, tout simplement. Il est de cette région, il est de cette île. Et il y a ceci aussi. Donc voilà, il y a le trio, le premier trio, mais qui ne forme pas un équipage. Ils ne forment pas un équipage. Actuellement, ils le suivent. Ma petite idée pourquoi ils le suivent, je vais lire la bulle du narrateur et on expliquera, à mon avis, pourquoi est-ce qu'ils le suivent. Cet homme rencontré par Harald il y a 8 ans lors de la rêverie, donc Harald le connaît et c'était pendant la rêverie, a tué un amiral de la marine et s'est enfui. Il est maintenant recherché par le gouvernement et a une grosse prime sur sa tête. Deux possibilités. Soit c'était un roi. Expliquerait ses dents, sa dentition, leur classe. Soit il était roi. Et donc il avait accès à la rêverie et son gouvernement était donc affilié au gouvernement mondial, donc il payait le tribut céleste. C'est surtout ça que ça veut dire, c'est qu'il payait ce tribut céleste. Soit il était attaché à un royaume, donc à un garde, un proche de la royauté, qui accompagne du coup un roi pendant la rêverie. Et il y a ces 2 possibilités-là, il n'y en a pas d'autres. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres idées, mais si on reste extrêmement pragmatique, il n'y a actuellement que ces 2 possibilités-là. Et il a tué un amiral de la marine. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne nous donne pas le nom de l'amiral. Je pense que c'est pas important en soi, en tout cas pas actuellement. On nous donne juste un statut. C'est juste pour te dire que cet homme surpasse les amiraux. On est sur la cour des grands. On est dans la cour des empereurs. Ah oui, parce qu'un empereur surpasse un amiral. Il y a tellement d'exemples dans le manga que ça devient indécent. Barbe Blanche, en phase terminale d'un cancer, trahi, a annihilé Akainu. Il l'a enterré sous le sol, littéralement, sachant qu'il n'affrontait pas que Akainu. Hein. On le voit avec la bulle du narrateur. Akainu, c'est un gars qu'il affronte parmi tant d'autres. Et il te l'a annihilé.
Et donc, je suis désolé, mais si on mettait même Barbe Blanche dans ces conditions-là, hein, dans une souffrance absolue, avec Akainu tout seul, personne d'autour, pas de rien, personne autour, que eux 2, Akainu ne repart pas. Akainu, son aventure se termine là, et je trouverais ça dingue de penser le contraire. C'est vraiment, je n'arriverais pas à comprendre qu'on puisse penser qu'Akainu a une chance contre Barbe Blanche. Là, je ne comprendrais pas. Et on a eu Shanks dernièrement, avec Aramati. Il l'a fait danser en Bluetooth. Vous imaginez, l'humiliation est totale, abyssale. C'est incroyable en fait ce qu'on a vu. C'est indécent même. Et, euh, et encore plus récemment avec Luffy. Luffy qui jouait, il le dit lui-même, il ne veut pas vaincre. Et ça, c'est vraiment un vrai problème qu'a Luffy. Il n'a pas voulu vaincre Kizaru. Et où, euh, au moment où il doit donner ce coup parce qu'il est important ce coup, et Frankie lui dit c'est maintenant, en un seul coup, il règle l'histoire. Donc il aurait pu terminer Kizaru bien avant s'il avait cette volonté de le faire. Et déjà, même quand il l'avait attrapé, il aurait pu le finir. Il n'est pas obligé de le jeter comme ça, il aurait pu en finir sur place. Il ne l'a pas fait parce que ça se desservait l'écriture. Mais quoi qu'il arrive, il y a une supériorité de Luffy sur Kizaru qui était évidente. Et je ne comprendrais pas qu'on puisse penser l'inverse. Donc voilà, on passe directement au stade supérieur. Et c'est super intéressant. Et gros big up au frérot Ryo Sensei qui avait dit du coup, faudrait retrouver l'extrait, il avait annoncé que si jamais on voit Rox Dixebeck, il faut au moins qu'il en ait terminé avec un amiral ou un haut gradé. Bon bah voilà, il est annoncé avec la mort d'un amiral. Je trouve que le move est une prédiction de Nostradamus magnifique. Donc félicitations à toi mon frérot. Et, euh, et c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. C'est le même visage. C'est le même visage que Barbe Noire. Voilà, il est là. Bon, est-ce qu'il y a un lien? Et aussi, je l'ai vu, donc vous allez peut-être en parler aussi en commentaire. Est-ce qu'il y a un lien avec Baggy le clown? Parce que son visage, si on le scinde en deux, il y a une partie qui peut faire penser à Baggy le clown, une partie à Barbe Noire. Bon, moi, je resterai pour l'instant sur Barbe Noire. Je suis pas contre l'idée. C'est pas grave en soi s'il y a un lien. Je trouverais ça plutôt drôle, même et marrant. Voilà, je trouverais ça plutôt drôle. Mais là, actuellement, il est prononcé, le narrateur dit père de Barbe Noire, l'un des 4 empereurs. Pourquoi nous laisser le quiz de nous faire découvrir plus tard, nous laisser le quiz de nous faire découvrir plus tard? Je vois pas l'intérêt. Euh, Agui le clown est désacheté, mais bon, Agui le clown est devenu empereur. Ça, c'est extrêmement drôle. Et si on apprend que finalement, il est l'enfant de l'un des plus grands pirates de l'histoire de la piraterie du monde connu pour nous, bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça pourrait être extrêmement drôle. En tout cas, voilà, on a enfin le reveal de l'ennemi le plus important qu'ait eu à affronter Roger. Donc ça, c'est au-dessus d'un Garp. Ça, c'est au-dessus de n'importe quel soldat de la marine qui a vécu à l'époque, même actuellement. C'est au-dessus d'un Luffy actuel. C'est au-dessus. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est même peut-être au-dessus d'un empereur? Peut-être, on ne sait pas. Où est-ce qu'elle va être la limite du pouvoir de Rox? Ce qui est cool, c'est que c'est un nouveau personnage. Donc Oda peut faire ce qu'il veut de ce nouveau personnage. Il peut faire ce qu'il veut. Il peut en faire un monstre sans limite. Ça pourrait être intéressant, surtout que si on ne se trompe pas et si on analyse les propos de Roger quand il arrive à God Valley, ça fait 1 an depuis Rodstar parlant à Rox, ça nous fait comprendre qu'il a perdu contre Rox et qu'il cherche s'avancer. Et c'est pour ça que Roger court après Rox Dixebeck. Il court pas après le trésor, Roger. Il court après les fesses poilues de Rox Dixebeck. C'est exactement ce qu'il fait. Donc, j'ai hâte d'en apprendre plus. Donc si je devais choisir un bingo, j'espère il n'a pas de fruit du démon, même s'il y a des chances qu'il en ait, mais j'espère. C'est vraiment juste un kiff. Il est tout simplement un Haki des rois venu d'ailleurs, et qu'il ait une force surnaturelle venue d'ailleurs, comme Barbe Noire a une force surnaturelle. Hein. Barbe Noire est extrêmement fort. Donc ceux qui n'ont pas lu les romans de Ace, et même durant l'affrontement, en un seul coup, il aurait pu briser la nuque de Ace. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement fort, et si son père le surpasse en termes de puissance, bon, ça doit être terrifiant. Et pour revenir dans l'histoire et dans la narration, du coup, c'est la première rencontre avec Loki. Et Loki va tomber amoureux de Rox Dixebeck. Un amour sincère, un amour d'amitié, un amour pur, mais il va s'attacher à ce personnage-là. Il va l'idolâtrer. Il va vouloir prendre la mer avec lui comme Luffy a voulu prendre la mer avec Shanks. Comment il va l'idolâtrer? Pourquoi il va l'idolâtrer? Et surtout, là, il dit deuxième question, est-ce que Harald est là? Harald n'est pas là. Parce que là, il a fait sa tentative, il est tombé, Harald était parti, c'était après les événements du coup de l'attaque du village, et il attaque les villages quand Harald prend la mer. Donc Harald n'est pas là actuellement. Donc que va faire Xebec? Il va pas partir, il risque d'attendre Harald. Est-ce qu'il va y avoir des événements?
J'ai hâte d'en découvrir plus. La semaine prochaine, il y a un chapitre. Pour ceux que ça intéresse, on se retrouve sur Twitch à 21h30 jeudi pour la react du chapitre 1155 de One Piece. On va découvrir la suite. Je pense, moi personnellement, qu'il reste 3 chapitres à ce flashback. En 2 chapitres, vous avez vu tout ce qu'il s'est passé. C'est incroyable. Donc en 3, il peut se passer énormément de choses. Donc je mise sur 3 chapitres. Dites-moi en commentaire. Voilà, d'habitude, je mets une petite équation. Non, dites-moi en commentaire, pour vous, il reste combien de chapitres dans la fin de ce flashback légendaire? Voilà, c'était tout. On en apprendra plus. Je ne rentrerai pas dans le détail pour savoir si oui ou non il était à God Valley, si Harald était à God Valley, si Loki a pu avoir des informations sur God Valley en sachant qu'il parle du gouvernement qui a tué Rox. Voilà. On verra. On verra comment les choses vont évoluer. On va se faire un vrai plaisir. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et la ratiboiserie, mais elle est tellement pas finie, les refs. Mais tellement pas.